Du coup, juste une petite introduction. Donc, déjà, merci à tous d'être là. Merci Anatole d'être venu. Aujourd'hui, vous avez vu sur les affiches. Donc, on va parler rapport du GIEC, rapport Meadows. Enfin, Anatole, surtout, va parler du rapport du GIEC, rapport Meadows. Et donc, je ne sais pas si on aura le temps vers la fin. Ça dépendra parce que je pense que c'est plus intéressant qu'on échange et tout, mais peut-être aussi des rapports de Carbone 4 sur comment est-ce qu'on peut agir à notre échelle, etc. Donc voilà, j'espère que vous trouverez cette conférence très enrichissante et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc là, aujourd'hui, on va regarder vraiment ce qui, à mon avis, sont les rapports les plus importants de l'histoire de l'humanité. Donc oui, je hype un peu le truc, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que les décisions politiques qui vont en découler, ça va être assez énorme. Et le rapport Meadows, on va en parler juste après. Donc déjà, je vous fais un résumé de chaque rapport du GIEC. Donc, on commence par le groupe 1 et on va commencer tout de suite par un petit quiz interactif. Donc, vous connaissez cette émission, c'est plus Nagui qui présente, mais c'était mon préféré, donc je le garde. Et on va faire un quiz spécial IPCC, donc c'est le GIEC en anglais. Alors, ça peut paraître facile, vous allez voir, il y a des petits trucs. Ok, donc première question, le premier rapport du GIEC, ça parle de quoi? Est-ce que c'est sur la base scientifique, la résilience et l'adaptation, la réduction des émissions ou aucune idée? Si vous avez... La base scientifique, ouais, donc c'est la bonne réponse. En fait, bon, ça c'était duo, carré ou cash. Là, j'ai fait carré, tu vois. Donc, c'est la plus simple, mais ils étaient dans l'ordre. Donc, ouais, on rappelle juste, groupe 1, c'est vraiment la base scientifique. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que les chercheurs trouvent, en fait. Ensuite, les conséquences. Une fois qu'on sait qu'il y a le réchauffement, qu'il y a les vagues de chaleur, quelles sont les conséquences, comment on peut s'adapter à court terme, donc la résilience. Et le groupe 3, ça parle des solutions. Là, on va tout voir. Donc, je commence par le groupe 1, bien sûr. Et ensuite, c'est les solutions pour réduire les gaz à effet de serre. Ok, deuxième question. Le GIEC est-il un groupe de recherche, oui ou non? En duo? Non. Non. Alors, donc c'est quoi? Ouais, donc exactement, vous êtes bon, vous êtes bon. Donc le GIEC ne fait pas de la recherche. Donc on voit parfois dans les articles les chercheurs du GIEC. Donc c'est vrai qu'ils sont chercheurs, mais ils sont chercheurs dans leurs universités en parallèle. Mais quand ils se regroupent pour former le GIEC, là en fait, ils font une méta-analyse de plusieurs papiers qui sont déjà sortis. Donc là, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez des potes qui font des thèses, qui publient des papiers de recherche. Déjà, il y a une revue par les pairs qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour que ce soit fiable. Ben là, c'est le truc le plus fiable parce que c'est une méta-analyse de, là par exemple pour le groupe 1, 14 000 études. Et c'est 234 auteurs qui font ça, qui viennent de 66 pays différents. Ouais. C'est quoi méta-analyse? Méta, c'est juste la plus grosse analyse. Enfin, tu revois par les pairs. Parce que chaque papier de recherche est comme ça, et là tu refais, donc c'est vraiment une méta-analyse, on appelle ça comme ça. Ok, quelles sont les recommandations du GIEC en cash? Enfin, la question est en cash, pas en argent. Décroître nos émissions de CO2. Alors, on pourrait penser, celle-là c'est un peu une question piège. En fait, le GIEC ne fait pas de recommandations. Donc, ok, question piège, désolé, mais en fait, on entend souvent des journalistes dire, ou plutôt des entreprises dire « Ah, conformément aux recommandations du GIEC, on fait ça ». En fait, c'est pas vrai, parce que ça ne fait pas de recommandations. Les rapports, juste ensuite, on peut s'en servir comme base politique, scientifique, enfin, base scientifique pour faire des décisions politiques, mais le GIEC, c'est juste des scientifiques qui font un constat le plus clair possible. Ok, et juste dernier, que signifie l'acronyme GIEC? Je ne sais pas si vous l'avez. Ouais, c'est ça. Ok, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais bon, vous l'aviez. Ok, donc on part tout de suite sur le groupe 1. Donc voilà, rapport du GIEC, ça ressemble à ça. Hein. Donc c'est 4000 pages comme ça. Ensuite, un résumé technique en 150 pages. Et ensuite, un résumé aux décideurs politiques en 40 pages. Mais même les 40 pages, elles sont écrites comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va prendre les graphiques, on va les analyser. Et je vous assure, il y aura toute l'information, mais pas présentée comme ça. Ok, donc déjà l'influence humaine. Conclusion principale du dernier rapport, il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Donc là on peut se dire, ça on le savait bien, mais il faut bien se rendre compte que ça c'est un sondage de 2019 du World Economic Forum, donc très fiable aussi. Changement climatique est causé majoritairement par quoi? Sondage mondial, il y en a 67% qui donnent la bonne réponse, l'homme. Des phénomènes naturels, 27% des gens qui croient, et 6% pensent que le changement climatique, ça n'existe pas. Et c'est pas un sondage d'il y a 20 ans, c'est vraiment en 2019. Donc, c'est quand même important de le rappeler. Et juste comment on sait, ils ont fait ça, tous les graphiques seront du GIEC.
on a regardé, on a modélisé le réchauffement de 1850 à 2020 avec 2 scénarios. Le scénario vert, c'est seulement des événements naturels. Et là, on voit qu'il y a des petites variations, activité volcanique, activité solaire, mais en fait, ça reste à peu près à 0 degré d'augmentation. Et en orange, on a fait la simulation cette fois-ci en rajoutant l'influence humaine. Donc ça, c'est en orange. Et pourquoi c'est pas vraiment des courbes. Donc là, vous avez la moyenne en orange, et puis là, les intervalles de confiance. Et ensuite, on a tracé ce qui s'est vraiment passé en noir. Et là, on voit que en fait, c'est complètement dans les intervalles de confiance orange et non pas bleu. Donc, on sait que c'est nous qui sommes responsables. Et si on dézoome, là, on était sur 1850-2020. Si on dézoome de 1 à 2020, eh bien, on voit que non seulement, là, on est à plus 1,1 degré de réchauffement déjà par rapport à 1850, mais c'est la rapidité avec laquelle le réchauffement se fait est du jamais vu, et la température qu'on atteint est du jamais vu depuis des milliers d'années. Ok, donc ça c'est nous le problème. Voilà. Maintenant on va regarder des conséquences linéaires et des conséquences non linéaires. Une conséquence linéaire c'est quoi? C'est plus on émet de CO2, plus la température augmente et de façon linéaire. Donc ça augmente pas comme ça ni comme ça, c'est bien droit. Donc on voit que quand on avait émis 1000 gigatonnes de CO2 au niveau mondial, on avait réchauffé l'atmosphère de 0,45 degrés à 2009. Et donc ça c'est une conséquence qui est complètement linéaire. Mais le plus dangereux, on va dire, c'est les conséquences non linéaires. Et je vais vous donner l'exemple des vagues de chaleur. Alors, petit exemple d'une conséquence non linéaire, c'est un exemple de Fulloscopy. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube, très bonne chaîne. C'est Usain Bolt. Donc Usain Bolt, il court seulement 1 centième fois plus rapidement que Tyson Gay, le deuxième plus rapide du monde. Mais en fait, si on regarde la popularité sur Twitter, donc là, vous avez sa performance. Vous voyez, il est juste un petit peu meilleur que Tyson Gay et Yohan Blake, mais en popularité sur Twitter, c'est complètement non linéaire. Moi, je cours, on va dire, à peu près 2 fois moins vite que Usain Bolt et j'ai pas 2,5 millions d'abonnés, malheureusement. Donc, ok. Donc, deuxième exemple de non-linéarité. Ça, c'est un truc au collège. Moi, j'avais une règle. Je voyais de mes potes qui avaient une règle comme ça, twist and flex. Moi, j'avais les règles MAPED solides. Et j'ai essayé de faire le même S que mes potes. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, c'est complètement non linéaire parce qu'au début, c'est pas on voit une fissure qui arrive doucement. Non, au début, il n'y a rien. Et puis, paf, non-linéarité encore. Et donc, on va regarder la non-linéarité, cette fois-ci sur les vagues de chaleur. Ça, c'est vraiment la conséquence la plus non-linéaire possible. Donc là, on regarde. Donc ça, ce n'est pas des changements qui vont arriver. Hein. C'est des changements qui sont déjà arrivés entre 1950 et maintenant. Donc on regarde toute la carte, toutes les régions en rouge, le nombre de vagues de chaleur ont augmenté. Donc il faut bien différencier. Il y a les températures moyennes, plus 1,1 degré sur l'ensemble du globe en moyenne, et les vagues de chaleur qui sont localisées dans le temps et dans l'espace, vraiment des courtes périodes. Donc là, on voit que ça a augmenté partout. Alors, s'il y a des gens qui jouent au colon de Catane, c'est un peu la même carte. Voilà, ils sont inspirés de ça peut-être. Donc ça a augmenté partout. Et ça a augmenté de façon non linéaire. Donc je vous ai mis en bleu ce que ce serait l'augmentation des vagues de chaleur si c'était linéaire, et en rouge la réalité. Donc on voit que, donc là on est en présent. Donc on est à peu près à plus 1 degré, plus 1,1 degré par rapport aux températures de 1850. Et on a déjà 5 fois plus de vagues de chaleur qu'avant. Donc si c'était linéaire, à 2 degrés, on devrait être au lieu de 5, 5 fois 2, 10. Et à 4, 5 fois 4, 20. Et en fait, si on vit dans un monde à plus 4 degrés de moyenne, et en fait, on aurait 40 fois plus de vagues de chaleur. Donc c'est vraiment peut-être la conséquence, une des pires conséquences du changement climatique. Et en plus, l'intensité de ces vagues de chaleur, elle serait encore plus forte. Donc voilà, on a vu des conséquences linéaires, et malheureusement, il y en a d'autres qui sont non linéaires. Donc voilà, il y a Usain Bolt qui est tout. Maintenant, c'est le premier rapport de cette année, c'est les rapports où on a des conséquences en fonction des régions. Avant, c'était juste des moyennes globales. Là, on voit qu'il y a en fonction des régions. Donc, on voit que pour certaines régions, il y a déjà de plus en plus de sécheresse. Donc, toutes les régions en jaune. Et pour d'autres, il y a des augmentations de précipitations. Donc, ça fait des changements qui différencient en fonction des régions. Mais plus
la température augmente, donc là vous avez vu monde à 1,5, 2 et 4 degrés, plus la température augmente, dans une même région, on n'a pas plus de précipitations à 1,5 qui devient plus de sécheresse à 4. Vous voyez, si vous avez une zone bleue dans le nord de l'Afrique où il y a plus de précipitations, à 4, il y en aura plus, mais encore plus. Et maintenant, on peut se dire, oui, mais il y a des puits de carbone. Alors, c'est vrai, il y a nos sols et nos océans qui absorbent une partie du carbone qu'on émet. Et donc, on se dit, peut-être que là, il y a la solution. Peut-être qu'ils vont, vous voyez, là, dans un monde, là, c'est le scénario où on émet très peu, dans le futur. Eh bien, là, ils peuvent absorber 70% de ce qu'on émet. Mais si on est dans un des pires scénarios possibles du GIEC, donc là, ce serait un monde vers plus 5 degrés à peu près, eh bien, certes, il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère, donc il y en aura plus qui serait absorbé par les sols et les océans, si on ne regarde pas les pourcentages, mais juste la quantité. Mais par contre, le pourcentage qui serait absorbé, ce serait trop peu par rapport à ce qu'on émettrait. Donc, on pourrait se dire, vous voyez, le rectangle rouge, il est plus grand que le rectangle bleu clair. Donc oui, ils en absorberaient plus, mais complètement pas assez par rapport à ce qu'il faudrait. Ouais. Les 5 degrés, c'est par rapport à aujourd'hui ou par rapport à 1850 ? C'est toujours par rapport à 1850. On prend toujours par rapport... En fait, c'est la moyenne des 50 dernières années, 1850-1900, enfin de ces 50 années-là. On a regardé la température moyenne et on compare toujours par rapport à ça. Donc là, on dit, on est à plus 1,1 degré aujourd'hui. Et là, ce serait le scénario 1,5 et là-bas, c'est 5, il me semble à peu près. Et donc, on en arrive à l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris, c'est exactement ta question, donc là, c'est par rapport à 1850. Chaque fois qu'on dit qu'il faut limiter d'ici 2100 le réchauffement à plus 1,5 degré et au maximum à plus 2 degrés par rapport à 1850, c'est pour éviter tout ce qu'on vient de voir. Il y a 191 pays qui l'ont ratifié, il y a 196 pays dans le monde à peu près, donc c'est quasiment tout le monde. Et les États-Unis étaient partis sous Trump, ils sont revenus sous Biden. Et l'objectif, c'est donc d'avoir une neutralité carbone, donc d'avoir autant d'absorption que d'émissions, donc de réduire vraiment les émissions à un niveau très 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 faible, autour de 2050-2060. Ouais. Si c'est pas respecté par les pays, les accords de Paris, il y a des sanctions ou pas du tout ? Ouais, alors, il y en a, mais elles sont très faibles. En fait, il y en a aussi dans la COP26. Donc ça, c'était la COP21. Et ensuite, COP26, là, qui s'est déroulée à Glasgow. En gros, ça peut pas être... En fait, il y a certaines choses qui sont dites dans les accords. Malheureusement, il n'y a pas de contraintes juridiques. Mais on essaye d'en mettre de plus en plus de contraintes juridiques, donc financières, parce que il faut bien ça, il ne faut pas juste qu'on les croie sur parole. Et donc, où est-ce qu'on en est ? On a là en vert clair le scénario 1,5 degré. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone autour de 2060-2070. Mais ça, faudrait essayer de faire avant. Et c'est pour ça qu'on entend pas mal d'États qui disent on va être neutre en carbone en 2060-2050. Et Pledge and Targets, c'est nos promesses politiques. En fait, ça, c'est un des seuls graphiques qui n'est pas du GIEC, c'est Climate Action Tracker. C'est aussi un groupe de scientifiques. Ils regardent, en fait, où est-ce qu'on en est vraiment, avec toutes les promesses. Parce qu'on entend, oui, regardez, on va tout mettre ça en place, on va atteindre, le monde 1,5 est encore possible. Et en fait, non, nos promesses, elles nous mènent à un monde à 2,1 degrés. Et encore, c'est que les promesses. Si on regarde ce qui est vraiment mis en place, Policies and Actions, eh bien, vous voyez que c'est 2,7 en moyenne. Donc, nos promesses, elles ne sont pas assez fortes. Et en plus, on ne les respecte pas. Donc, pour l'instant, on est un peu foutu. Ok, on a tout vu sur le groupe 1. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au groupe 2 ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est trop rapide ? Enfin, il faut me dire, et puis j'adapte pour la suite. Ouais. Les derniers accords de la COP26, est-ce qu'il y avait la Chine qui les avait ratifiés ? Ah oui. Tous les gros pays, c'est vraiment des petits pays qui y sont pas. Tous les gros pays sont dans tous les accords, des COP 21 jusqu'à 26, et 27, pareil, ils restent dedans. Par contre, dans les négociations, on avait fait en visio, une petite conf visio où je faisais le résumé de la COP 26. La Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, et ils demandent des choses que d'autres pays ne demandent pas. Enfin, ils font chier sur les négociations. Ouais. Moi, j'ai une petite question un peu technique. On voudrait réduire vraiment drastiquement nos émissions de carbone. Ouais.
pour atteindre la neutralité d'ici 2050. Ouais. Et j'avais vu quelque chose comme quoi le CO2 reste vraiment longtemps dans l'atmosphère. Donc, est-ce que cette trajectoire-là, ça compte le fait qu'il y a l'effet de serre et que les émissions de CO2 restent longtemps dans l'atmosphère? Oui, bien sûr. C'est les plus grands scientifiques du monde. Ils prennent tout en compte et ils disent, OK, il va falloir la neutralité carbone, c'est vraiment les émissions sur l'année sont compensées par les absorptions sur l'année, mais ils prennent vraiment tout en compte pour... leur modèle climatique, il est archi solide. Si c'est bon pour vous, on peut pas... Donc on vient de faire le résumé du groupe 1 du GIEC sur les conséquences physiques, et là on passe à ce qu'on peut faire pour s'adapter, et donc la résilience. Donc, deuxième rapport du GIEC. Donc le premier rapport il était sorti cet été, et celui-là il est sorti il y a 3 semaines à peu près, et le tout dernier il est sorti il y a quelques jours, celui dont on parlait juste avant. Donc dans le deuxième rapport, ils disent, bon, il va falloir, le changement climatique il est déjà là, on est déjà dans un monde à plus 1,1 degré, et donc il va falloir qu'on s'adapte. Il faut réduire les émissions, ça on verra dans le groupe 3, il faut déjà qu'on s'adapte à un monde qui change, et qui a déjà changé. Et ils regardent donc les tendances mondiales. Donc ça, dans les premières pages du rapport, ils nous listent les tendances mondiales, donc ça fait... J'ai même du mal à les lire tellement il y en a, et ça fait mal. Changement climatique, ok. Perte de la biodiversité, surconsommation des ressources, dégradation des terres et des écosystèmes, l'urbanisation rapide, changement démographique, l'augmentation des événements extrêmes, donc on a vu les vagues de chaleur, et des pandémies, ils nous ont rappelé les pandémies juste pour... Voilà, donc la pandémie, ce n'est qu'un de toute cette liste, donc qui est assez difficile à lire, je trouve. Ok, donc là on va s'intéresser maintenant, on a vu les conséquences physiques, maintenant on regarde les impacts sur la population, les villes, la santé, l'agriculture. Et on commence par, ici, l'eau et la production agricole. Donc vous avez l'accès à l'eau, là, la goutte d'eau, les pertes agricoles, pertes pour l'élevage terrestre, pertes pour l'élevage marin. Et on regarde en fonction des régions du monde, parce que maintenant, c'est vraiment les tout nouveaux rapports du GIEC, donc c'est vraiment en fonction des régions, on a vraiment les conséquences. Dès que vous voyez un moins, ça veut dire que tout ce qu'on a vu, tous les tirés et le changement climatique, ça a des conséquences négatives sur toutes ces productions agricoles. Dès que vous voyez un plus-moins, ça veut dire qu'il y a certaines conséquences qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Et quand vous voyez un plus, il n'y en a pas, ça veut dire que les conséquences sont seulement positives. Donc je vous assure, il n'y en aura pas, on verra d'autres graphes comme ça, il n'y en aura jamais juste un plus. Et plus c'est foncé, plus ils sont confiants de leurs résultats. Et on voit que par exemple, les habitants dans les petites îles, en fait, ils ont des conséquences négatives sur tout leur système agricole, ce qui est le pire qui peut arriver pour eux. En Afrique, pareil, et dans tous les continents, au mieux, il y a des plus-moins, mais il y a quand même des moins sur l'eau, sur la production, l'élevage terrestre, l'élevage marin. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Maintenant, on regarde sur la santé. Les maladies infectieuses, je suis désolé, ça va être comme ça pendant toute la conférence, mais c'est la réalité. Les maladies infectieuses, le stress physique, stress mental et les migrations. Et voilà, et même les plus-moins ont disparu, en fait. Donc là, voilà. Et ils sont assez confiants partout. Donc Amérique du Nord, Afrique. En fait, c'est surtout l'Afrique et l'Asie qui sont touchés à chaque fois. On va voir, tous les continents sont touchés, mais encore plus certains. Et maintenant, on regarde les impacts sur les villes. Donc les inondations, les cyclones et la montée des eaux, les dégâts sur les infrastructures, dégâts sur l'économie. Bon, pas besoin d'expliquer, je pense vous avez compris l'idée. Ouais. Je me rends compte qu'il y a partout quasiment que du moins, donc ouais. Est-ce qu'il y a plus ou moins de... Sur l'agriculture, parce que en fait, on a vu dans certaines régions, il peut y avoir un peu plus de précipitations, dans d'autres un peu plus de sécheresse. Ça peut faire des petites variations comme ça, mais en général, tu as vu que quand même, en fait, il va falloir s'adapter à tout ça parce que c'est du moins partout. Agriculture, un petit peu moins, mais ville et santé, encore plus. Voilà, ça c'est encore une fois que des graphes du GIEC. Ok, donc ça on a vu l'impact sur l'agriculture, sur les villes et sur la santé. Et maintenant, ils regardent aussi l'impact par zone. Donc, premier truc, c'est les impacts, donc les défis en fait qu'il va y avoir dans les prochaines années et qu'il y a déjà en Europe. Donc on regarde personnes déplacées, donc accueillir les personnes déplacées, ça va être un gros défi. Et puis les personnes qui vont être déplacées au sein de l'Europe et qui sont déjà. La gouvernance et les inégalités. Et il faut le voir un peu là, ce carré comme une face de Rubik's Cube. Et le but du jeu, c'est d'avoir le moins la face avec le plus de blanc, donc le moins de jaune ou de rouge. Donc jaune, c'est un défi et rouge, c'est un gros défi. Ça, c'est en Europe.
En Asie, c'est ça leur phase de Rubik's Cube. Donc la gouvernance et les inégalités, il va y avoir, c'est un énorme défi. Et encore plus sur accès à la santé, accès aux infrastructures basiques pour tout le monde, donc l'eau, l'électricité, la sécurité alimentaire, ce qu'on a vu juste avant l'agriculture, taux d'alphabétisation et extrême pauvreté. Et alors le pire, c'est en Afrique, ils ont vraiment tout ça. Et donc là, on peut se dire, mais c'est pas possible. Il y a vraiment, c'est ce qu'on appelle l'injustice climatique. C'est que, en fait, c'est plutôt l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont responsables, qui émettent le plus. Et les plus grosses conséquences, en fait, c'est en Asie et en Afrique. Et donc là, on voit juste un carré rouge, on se dit, bon, on ne voit pas trop ce que ça veut. Mais c'est vraiment la réalité. Donc c'est archi triste. Et il faut bien rappeler, donc, ça c'est la conclusion du GIEC par rapport à ce graphique. La vulnérabilité des écosystèmes et des populations diffère considérablement d'une région à une autre, ça on l'a vu. Mais ce que les Rubik's Cube là, ne traduisent pas, que c'est aussi à l'intérieur d'une même région. Donc même si en Europe, on a cette face-là, du Rubik's Cube, eh ben, ça traduit, il y a certains pays qui vont quand même être avec des difficultés sur les inégalités qui seront rouges. Ça, il faut bien le garder en tête. Et je tiens à signaler, donc là, vraiment une phrase importante, donc j'ai mis un petit tableau derrière avec la Terre en feu. Tous les continents sont en retard dans la politique d'adaptation. Donc il ne faut pas se dire, oui, on se débrouille un petit peu mieux que certains autres continents. C'est vrai, mais tous les continents sont en retard. On va tous être impactés, on est déjà tous impactés. Et la phrase, donc on est 7,9 milliards d'habitants sur Terre. Et là, la phrase du GIEC, je pense, c'est la phrase à retenir du groupe 2. 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Donc ce n'est pas tout à fait une personne sur deux, mais presque. Et donc là, si maintenant on regarde l'impact et les risques sur les incendies, sur la perte de la biodiversité et la destruction des coraux, encore une fois, je m'excuse de parler de tous ces sujets qui font un peu bader, mais c'est la réalité. On voit que pour l'instant, on est dans un monde à 1,1 degré. Donc on a des intensités modérées sur les incendies. Alors, modérées sur les incendies, vous avez vu quand même dans les actus depuis 2 ans, le nombre d'incendies qu'il y a et les conséquences. Et donc ça, on est intensité modérée encore, dans un monde à plus 1,1 degré. Perte de biodiversité entre modérée et élevée, destruction des coraux élevée. Si on respecte l'accord de Paris, donc ça c'est le maximum autorisé par l'accord de Paris, on l'avait vu avec le groupe 1. Et bien même dans un monde à plus 2 degrés, ça c'est vraiment le maximum. Il faut viser 1,5 degré, mais ils acceptent jusqu'à 2 degrés dans l'accord de Paris. Ben là on serait dans des intensités élevées et très élevées pour le reste. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent les gens dire si on n'arrive pas à 1,5, il faut viser 1,51 et non pas 2 degrés. Parce que chaque demi-degré compte. Enfin, chaque dixième, centième de degré compte. Et là, il faut bien... Et là, il faut aussi bien parler de l'adaptation. Donc ça, c'est le groupe 2 en parle, c'est pour ça qu'il y a ce graphique. C'est que, en fait, les émissions... Donc imaginons, on a 3 scénarios où, en fait, les émissions ont fait qu'on vit quand même dans un monde à plus 2 degrés. Et bien, là, on regarde l'impact des vagues de chaleur. On en avait parlé avec le groupe 1. Et bien, dans un monde à plus 2 degrés où on ne s'adapte pas, donc il faut réduire les émissions, mais s'adapter en même temps. Parce que si on ne s'adapte pas, si on ne réforme pas notre système de santé, si on n'isole pas nos bâtiments, et bien les vagues de chaleur, elles vont avoir des impacts beaucoup plus élevés que si on est dans l'adaptation proactive. Donc il faut à la fois réduire, ça on le verra avec le groupe 3, comment on fait, mais s'adapter, être résilient, c'est aussi hyper important. Et donc que faire? Moi je vous donne quelques exemples. C'est toujours le GIEC qui dit ça. Arrêter la surpêche, développer l'agroforesterie, rendre plus durable l'utilisation des terres agricoles, sortir des énergies fossiles, préparer nos économies aux événements extrêmes, isoler nos bâtiments, réformer les systèmes de santé, développer des politiques migratoires. Normalement, quand on entend, surtout avec ces élections, quand on entend politique migratoire, ça veut dire fermer les frontières. Mais là, le GIEC, quand ils disent changer, développer des politiques migratoires, c'est au contraire les ouvrir. Je tiens à signaler pour pas qu'on croie. Et les objectifs, vraiment, en fait, il y en a 17. C'est les objectifs de développement durable. Donc, le développement durable, l'expression est un peu tombée en désuétude, on va dire, mais il s'appelle encore comme ça, les objectifs. Et donc, là, on a l'impression que c'est un peu le monde des bisounours. Donc, c'est
zéro pauvreté, zéro faim dans le monde, bonne santé, bien-être pour tous, éducation pour tous. Donc, ok, c'est des objectifs qui sont inatteignables, on ne pourra pas arriver à zéro, mais c'est quand même tous ces objectifs-là vers lesquels il faut tendre. Et donc, encore une citation du GIEC, de nombreuses initiatives donnent la priorité à la réduction à court terme des risques climatiques, mais ce qui réduit les possibilités d'adaptation transformationnelle. Donc on essaye trop de réagir, bah, c'est un petit peu la phrase, on va en parler. On a 3 ans pour sauver le monde. Non, il faut vraiment penser, en fait vous avez vu, c'est des plans jusqu'à 2100, donc on a 80 ans où il va falloir faire des efforts chaque année. En fait, si vous voulez, les 17 objectifs de développement durable, il ne faut pas en choisir un seul. Ce n'est pas juste Kylian Mbappé, tiens, on va le mettre. Non, c'est toute une équipe et il faut Deschamps à la tête du monde pour s'en sortir. Et c'est vraiment, il faut que les 17 objectifs, on n'en privilégie pas un ou deux parce que sinon ça ne va pas marcher, les autres, on va faire n'importe quoi sur les 15 autres. Et donc voilà, là vous avez la trajectoire future. Donc pour l'instant, on est ici, vous voyez. On vient de subir une grosse crise, donc ça c'est la crise du Covid. On sait qu'il y en aura d'autres dans le futur. Bon, ce rapport-là, il est sorti le jour du début de la guerre en Ukraine. Donc en fait, il y a encore un petit éclair là, juste derrière. Et on sait qu'il va y en avoir d'autres, des crises, et soit on va s'adapter pour être dans un monde plus résilient, soit dans un monde pas du tout résilient. Et donc chaque choix qu'on fait, les choix qu'on fait aujourd'hui, ils vont avoir encore plus d'importance que ceux qu'on fait en 2090 pour 2100. Et donc vous voyez, même si maintenant on fait tous les bons choix pour être dans un monde résilient, bien adapté au changement climatique, et on verra aussi qu'il va falloir réduire les émissions, et même maintenant on ne peut plus être dans le cas parfait, il n'existe même plus. Pour ça, il fallait réagir avant. Et au contraire, voilà, il fallait réagir dans les années, ils n'ont pas mis l'échelle ici, mais il fallait agir dans les années 70-80. On va le voir avec le rapport Meadows. Mais au contraire, si on veut aller dans un des pires mondes possibles, ça c'est encore possible. Voilà. Et c'est la première fois qu'il y a cette phrase dans un des rapports du GIEC. Le développement résilient est facilité par la collaboration des gouvernements avec notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales, les minorités ethniques. Donc c'est la première fois que, en fait, je vous ai parlé de l'injustice climatique, mais il y a aussi, donc, en fonction des pays, mais aussi en fonction de certaines personnes, de certains peuples. Et c'est la première fois qu'ils le disent. Si vous avez des questions sur le groupe 2, j'espère que je ne vais pas trop vite. Il y a beaucoup de graphiques que j'ai envie de vous montrer. Et après, on passe sur le groupe 3 et puis rapport Meadows. Ouais. Il y avait des informations qu'on a, qu'il y avait les 3 continents, il y avait l'Europe, l'Asie et l'Afrique, mais ouais. l'Amérique, est-ce qu'on avait donné dessus? Ouais, en fait, il y avait pour tous les continents, mais je voulais juste en prendre 3 comme exemple pour voir les continents où il va y avoir les pires conséquences, et il y a déjà, et ceux qui sont un peu entre les deux. Il y avait tous les objectifs qui me parlaient, sauf celui sur l'égalité homme-femme. En fait, je ne vois pas comment cet enjeu social a à voir avec nos émissions carbone, en fait. Parce que je ne pense pas que ce soit non plus relié à une habitude de consommation, à une habitude de vie. Pour moi, c'est juste un enjeu social et presque, on peut dire entre guillemets, moral et mental. En fait, ouais, il y en a qui sont plus ou moins reliés au changement climatique, il y en a c'est évident, il y en a un c'est réduire les émissions, donc voilà. Il y en a d'autres, je suis d'accord, c'est moins évident, mais en fait, pour s'adapter, si on ne s'adapte pas et qu'il y a des conséquences, on sait qu'il y a des énormes inégalités hommes-femmes encore aujourd'hui, et en fait, les populations qui vont être les plus touchées, c'est pour ça qu'il y a cette dernière phrase, c'est ces populations-là. Donc, je suis d'accord que c'est moins évident, on a l'impression que c'est plus quelque chose de social et non pas scientifique, lié au changement climatique, mais en fait, si. Un peu moins que d'autres objectifs de développement durable, mais quand même. Ouais. Et il y avait juste pour répondre à toute la théorie de l'écoféminisme aussi. Ouais. Justement pour lier complètement. Féminisme et écologie. Mais après, moi personnellement, je trouve que parfois, il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à ça, ils entendent ce terme, ils se disent non mais on confond tout. Enfin, tu vois, c'est un fourre-tout. En fait, les deux trucs sont importants. Et c'est pour ça que moi, j'en ai pas parlé là-dedans pour pas qu'on confonde, que certaines personnes confondent tout. C'est vraiment les 17 objectifs de développement durable. Ils sont tous là et il faut vraiment
les prendre tous ensemble et non pas juste s'intéresser à un ou deux, juste le changement climatique. Il faut faire attention, quand là, vraiment, le changement climatique, ça nous force à changer tout notre système de société, et il faut faire attention que, voilà, on y aille tous ensemble. Si c'est bon pour vous, on fait le groupe 3. Donc groupe 3 maintenant, c'est comment réduire les émissions. Là, groupe 1, c'était base scientifique. Groupe 2, comment s'adapter à un climat qui change déjà et qui va continuer à augmenter. Et groupe 3, donc la phrase que vous avez entendue là, on a 3 ans pour changer. Je vais revenir dessus et expliquer pourquoi les journalistes ont dit ça. Alors, déjà, avant de réduire les émissions, faire un constat. Très important, on fait le constat et ensuite on voit ce qu'il faut changer. Donc là, premier rapport du GIEC, c'était en 1990. Et ils ont fait l'évolution jusqu'à 2019. Et on voit, donc ça c'est quoi? Toutes les couleurs, c'est les différents gaz à effet de serre. Donc en bleu, donc voilà, donc le réchauffement, enfin les gigatonnes de CO2 équivalent. Donc en fait, les gaz, ils ont tous les gaz à effet de serre, ils ont tous un pouvoir de réchauffement qui est différent. Donc on met tous sur la base CO2. Donc c'est comme si vous avez des euros, des dollars, des yens, vous mettez tout en euros pour savoir combien vous avez d'argent. Bah, là c'est la même chose, on met tout sur la base CO2. Donc vous avez le CO2 des fossiles, le CO2 de l'agriculture, le méthane CH4, ensuite oxyde nitreux ou protoxyde d'azote N2O, les gaz fluorés. Et on voit qu'en fait, il y a 75% du réchauffement global qui est dû au CO2. Ensuite, c'est méthane et le reste, assez peu. Et on voit surtout, en fait, le gros problème, c'est là, il y a eu le premier rapport du GIEC, il y a eu toutes les COP où on a dit qu'il faut baisser les émissions. On n'est toujours pas arrivé au pic des émissions. Donc là, vraiment, si vous regardez, vous prenez n'importe quel de ces gaz à effet de serre, là, on a émis de plus en plus de ces gaz de 1900 jusqu'à 2019. Donc voilà, il faut remettre quand même le constat avant de baisser les émissions. Et je vous avais parlé de l'injustice climatique. Et là, ça c'est vraiment, cette fois-ci, c'est plus sur les conséquences, mais on regarde qui émet en fait. Qui émet, et donc pour chaque région du monde, vous avez la largeur qui vous représente le nombre d'habitants, et la hauteur, c'est le nombre d'émissions par personne. Donc vous voyez que en Afrique, donc c'est des émissions donc, du CO2 fossile, du CO2 de l'agriculture et du reste. Et si on somme tout et qu'on divise par le nombre d'habitants, ils sont à peu près à 4 tonnes équivalent CO2 par an, par personne. Et on a vu que pour respecter l'accord de Paris, il faut être à 2 tonnes par an. Ben, on ne l'a pas vu, mais il faut être à 2 tonnes par an, d'ici 2050. Donc 2 tonnes, c'est là à peu près. Et vous voyez, donc nous, on est à 8 tonnes. En France, on est à 10 tonnes, 9,9 exactement. Donc il faut diviser nos émissions en France par 5. Et c'est énorme. Ouais. Pour avoir une comparaison, c'est à peu près quoi sur un voyage en avion Ouais, alors... sur les voyages en avion, il y a des petites discussions parce qu'il y a les traînées de condensation, etc. Mais en gros, si tu fais un aller-retour Paris-San Francisco, c'est 2 tonnes. Donc voilà, vous allez à un mariage, vous revenez, 2 tonnes. 2 tonnes, vous ne pouvez plus manger, plus vous loger, vous ne pouvez plus vous déplacer. On va voir après, si on a du temps, après on va regarder le truc, le rapport faire sa part avec les ordres de grandeur, etc. Mais voilà. D'autres ordres de grandeur, si vous mangez avec un régime avec de la viande, sans en mettre beaucoup ou pas beaucoup, mais juste un régime normal avec de la viande, ça fait 2 tonnes au bout d'un an. Voilà, c'est des ordres de grandeur, donc vous ne pouvez plus vous déplacer encore, plus vous loger si vous voulez respecter l'accord de Paris. Donc 2 tonnes, Amérique du Nord, 19 tonnes, voilà, en Europe 9 tonnes, et il n'y a personne, même en Asie du Sud, ils sont un tout petit peu au-dessus des 2 tonnes, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui disent « Oui, le gros problème, c'est la surpopulation. » Mais en fait, la surpopulation, c'est des habitants qui émettent pas beaucoup, en fait. Le gros problème, moi, je pense déjà, c'est qu'on réduise tous le plus proche possible des 2 tonnes. OK. Alors ça, c'est quoi? C'est la trajectoire des émissions. En bleu clair, c'est pour avoir plus d'une chance sur 2 d'être dans un monde à 1,5 degré en 2100. En vert et violet, c'est 2 trajectoires possibles pour être dans un monde à 2 degrés, avec 2 tiers de chance d'être dans un monde à plus 2 degrés seulement. Donc le vert, c'est quand on agit tout de suite, et le violet, c'est quand on prend un peu de retard. Enfin, on agit déjà pour stabiliser les émissions, puis après on les diminue. Et voilà, trajectoire rouge, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et pourquoi on a entendu
pourquoi on a entendu il faut 3 ans, on a 3 ans pour sauver le monde. En fait, les journalistes, ils ont vu quoi? Ils ont vu, en fait, le pic des émissions, il doit arriver dans 3 ans. Donc ils se sont dit, ok, bah, le pic des émissions dans 3 ans, on va mettre le titre de l'article, on a 3 ans pour sauver le monde. Mais non, parce qu'une fois qu'on a atteint le pic et qu'on diminue, mais c'est un travail de changement de société là c'est écrit jusqu'à 2050, mais ça va jusqu'en 2100, enfin on n'aura pas fini en 2100. Donc voilà, c'est une exagération, mais au moins ça a fait parler du GIEC, donc un peu une moitié de fake news, mais au moins pour la bonne cause, on va dire. Mais bon, la phrase, elle est un peu fausse. Et donc pour l'instant, on est ici. Dans le passé, on voit qu'on émet toujours de plus en plus. Il faut atteindre le pic, et ensuite, atteindre le pic, ce n'est que la moitié, enfin même qu'un dixième du chemin. Après, il faut continuer à baisser jusqu'à atteindre la neutralité carbone. Et donc, on regarde maintenant, on va regarder dans le secteur de l'énergie ce qu'il faut faire, et ensuite dans les différents secteurs pour baisser la demande en énergie. Dans le secteur de l'énergie, qu'est-ce qu'ils disent, le GIEC? C'est la première fois qu'ils disent ça, vraiment c'est assez fort. Dans les trajectoires modélisées qui limitent le réchauffement à 1,5 degré, à plus 1,5 degré par rapport à 1850, l'utilisation mondiale du charbon, du pétrole et du gaz, donc les 3 fossiles, en 2050, devrait diminuer d'environ 95%, donc quasiment plus de charbon, 60% et 45% par rapport à 2019. Il y a encore plein de pays. Bon, le gaz, vous avez déjà l'appellation gaz naturel. Donc on a l'impression, le charbon c'est naturel. Le charbon naturel, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Pétrole naturel, voilà. Donc, gaz naturel, ils disent oui, il en faut. En fait, il faut quand même que ça diminue de 45% d'ici 2050. Et il y a encore des pays qui cherchent, qui creusent des nouveaux puits de pétrole, alors que ça devrait diminuer de 60%. Et le charbon, pareil, la Chine en utilise plein. Enfin, il y a plein de pays qui fonctionnent encore énormément au charbon. Ça va être très compliqué de diminuer ça. Alors, il y a quand même des motifs d'espoir. Donc ça, c'est pour les panneaux photovoltaïques, c'est le prix, enfin le coût des panneaux. Donc là, vous avez la puissance et en fonction du temps. Et donc, vous avez vu qu'au début, c'était le coût par mégawattheure. Au début, c'était $600 pour un mégawattheure. Et ensuite, donc pour l'énergie plutôt. Et ensuite, c'était à $40 en 2020. Donc ça a été divisé par 15. Et ensuite, on regarde, donc ça c'est le même graphique. Et depuis, en fait, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un rectangle gris entre 0 et 150 là. Ce rectangle gris ici, c'est la moyenne du coût des énergies fossiles. Et donc on voit que pour les panneaux photovoltaïques, au début, ils étaient beaucoup plus chers que les énergies fossiles. Donc en fait, on ne les utilisait pas parce que c'était trop cher. Et depuis qu'en fait le coût a énormément baissé, et ben en fait le nombre de panneaux qui ont été adoptés a énormément augmenté. Ça c'est panneaux photovoltaïques, c'est exactement la même chose pour l'éolien sur terre, l'éolien en mer, ou même pour les batteries des véhicules électriques. En fait, grâce au progrès technologique, je tiens à dire, la technologie ne va pas sauver le monde, on va voir ensuite pourquoi, mais ça fait partie des solutions, voilà, les progrès pour sortir des énergies fossiles, il faut bien qu'on se mette à autre chose. Et donc, voilà, on a une grosse montée d'autres types d'énergie, les énergies renouvelables. Mais attention aux ordres de grandeur. Parce que là, on a l'impression, waouh, c'est une exponentielle, c'est génial. Si on regarde la réalité, voilà, ça c'est la consommation d'énergie dans le monde. Vous voyez que l'exponentielle, en fait, là, le jaune, là, voilà, c'est ça l'exponentielle, en fait. Donc ça, c'est pas que l'électricité, hein, c'est vraiment toute la consommation d'énergie. Donc, l'énergie pour le transport, pour l'électricité, pour le chauffage. En fait, il y a quand même 84% de l'énergie qu'on consomme qui est fossile. Tout ça, là, ça doit disparaître d'ici 2050, d'après le GIEC. Enfin, ça doit diminuer de 95%. Donc voilà, donc le petit truc jaune, c'est ce qu'on a vu. Mais, donc il faut bien garder en tête les ordres de grandeur. Mais le nombre de panneaux installés augmente exponentiellement, donc c'est quand même un motif d'espoir. Donc ça, c'était dans le secteur de l'énergie. Mais maintenant, dans tous les autres secteurs, il va falloir baisser la demande en énergie. Pour ça, on a 3 solutions. Et les 3, ils peuvent aller ensemble. Facteurs socioculturels, donc ça c'est un peu le truc individuel, on verra avec le rapport de Carbone 4. L'usage de nos infrastructures, comment nos villes sont organisées, etc. Et les avancées technologiques qui ne sont qu'une partie des solutions. Et on regarde dans plusieurs secteurs. Dans le secteur de l'alimentation, là, c'est surtout les facteurs socioculturels. Donc, diminuer drastiquement la consommation de viande et de viande rouge surtout, et diminuer le gaspillage, etc. Gaspillage alimentaire.
Mais en fait, la technologie dans la nourriture, vous voyez là en jaune, ça c'est ce qu'on émet en ce moment, enfin, ce qu'on va émettre en 2050 si tout reste comme ça, et ça c'est les émissions résiduelles qui devraient rester en 2050, c'est vraiment les changements individuels qui comptent. Mais dans d'autres secteurs, ça peut être très différent. Dans le secteur du transport, vous voyez, en rouge, c'est vraiment si on développe le covoiturage, donc ça c'est l'usage de nos infrastructures, l'organisation de nos villes. Si on a plus d'offres de transport en commun, ben là ça va pouvoir vraiment baisser. Et les avancées technologiques, si on développe les voitures petites et électriques, avec de l'électricité qui ne provient pas du charbon bien sûr, et bien là c'est des avancées, cette fois-ci, des usages de nos infrastructures et technologiques. Et pour les bâtiments, ce qui vous concerne le plus pour les bâtiments, voilà, c'est les 3. Donc, des facteurs socioculturels, c'est, ah oui, chaque personne qui va se chauffer moins. Ensuite, usage de nos infrastructures, bah, c'est des bâtiments qui sont mieux isolés. Et les avancées technologiques, bah, pareil, il y a l'isolation aussi là-dedans, mais les 3 sont vraiment hyper importants pour le bâtiment, alors que ce n'était pas forcément le cas pour la nourriture. Ouais. Ouais, exactement. Et la barre avec les 2 ronds, c'est quoi? En fait, c'est les intervalles de confiance. Et après, c'est vraiment le rectangle bleu où c'est le plus confiant, mais ça pourrait baisser de là à là en fonction de comment on réagit. Après, on a fini sur le groupe 3, on pourra passer à autre chose. Là, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent qu'on met chaque année dans tous ces secteurs. Dans l'énergie, enfin transition énergétique, dans l'électricité, dans le transport, dans l'agriculture. Donc voilà, on a les 5 dernières années, là, les 5 trucs bleus, là, les 5 barres bleues, c'est les milliards de dollars qu'on met chaque année. Et en gris, c'est ce qu'on devrait mettre, devrait financer pour respecter l'accord de Paris. Donc vous voyez, enfin, juste dans l'agriculture, on devrait mettre 10 à 29 fois plus pour la transition, 2 à 5 fois plus pour l'électrification, 7 à 8 fois plus pour le transport, etc. Donc on n'y est encore pas du tout. Bah, j'espère que pour les rapports du GIEC, au moins, vous avez tout compris. Et sinon, je suis prêt à répondre à vos questions sur les trois groupes du GIEC. Et sinon, on enchaîne. Je regarde si je prends un peu de temps. Juste, tu avais dit au tout début que le rapport du GIEC ne donnait pas de recommandations, mais en fait, implicitement, il en donne vraiment. En fait, il dit, voilà ce qu'on peut faire. En fait, ils disent pas, il n'y a jamais écrit, il faut sortir des énergies fossiles. Ils disent, si on veut être dans un monde à plus 1,5 degré uniquement, la solution, c'est... Mais c'est pas une recommandation. Ils disent pas aux États, mais faites ça, arrêtez ça. Non, ils disent, voilà, qu'est-ce que dit la science? Elle dit ça. Et cette baisse, vous vous demandez comment elle pourrait arriver? Bah, il faudrait baisser la demande en énergie. Dans les transports, ça se ferait comme ça. Dans les bâtiments, ça se ferait comme ça. Mais jamais... Et puis tu vois, pour le groupe 1, c'est vraiment pas des recommandations. C'est que dit la base scientifique. Et en fait, les politiques, ils s'intéressent même pas au groupe 1. Enfin, c'est pour la plupart. Si c'est clair pour vous... ah oui, bah, si je fais ma petite pub, j'en profite. Donc j'ai une chaîne YouTube sur tous les sujets environnementaux, énergie, climat. Donc vous voyez des vidéos vraiment sur tout. Donc là, vous voyez le nouveau rapport du GIEC. Oui, j'ai eu la chance d'interviewer Jean Jouzel, qui est l'ex-directeur scientifique du GIEC. Donc ça, c'était pour le groupe 2, mais il y a sur la biodiversité, il y a sur l'effet rebond, enfin il y a plein de vidéos. Et donc ça s'appelle Chez Anat. On est parti sur le rapport Meadows. Alors c'est encore, ça va, accrochez-vous encore une fois, ça va être plus court cette fois, mais les infos sont quand même assez dures à avaler. Alors, donc c'est Limits to Growth en anglais, et ça a été écrit par les deux, le mari et femme Meadows et d'autres chercheurs. Et je raconte la petite histoire de ce rapport. Alors là, il faut voir, rapport du GIEC, c'était vraiment cette année, enfin il y a quelques jours, là, le groupe 2 et le groupe 3. Là, on va parler d'un rapport de 1970 pour modéliser l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que je vous dis que c'est un des rapports les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et donc c'est vraiment, là, il faut changer, on change de perspective. Alors, donc en 1968, voilà, c'est un peu les couleurs de cette année-là, eh bien, vraiment à contre-courant de toute la société de l'époque, eh bien, il y a un groupe de chercheurs qui s'appelle le Club de Rome. Donc c'est pas un groupe de chercheurs, pardon, un groupe de scientifiques, d'industriels, d'économiques. Ils se disent, ok, il y a quand même peut-être des problèmes sur la manière dont on est en train de vivre.
on va essayer de comprendre les conséquences sur le futur. Donc on va essayer de faire une modélisation de l'avenir de l'humanité. Ça a l'air compliqué. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent une équipe de chercheurs, cette fois, de l'université du MIT aux États-Unis. Et donc là, vous avez celle qui a écrit le rapport, donc Donella Meadows. Et à chaque fois, on dit le rapport Meadows, on a l'impression qu'en fait, c'est Denis Meadows, son mari, mais celle qui a écrit, c'est elle. Et lui, c'était le chercheur numéro 1. Et avec d'autres chercheurs. Donc voilà ce qu'il faisait, on s'en fout. Construire un modèle. Donc comment on va faire pour modéliser l'avenir de l'humanité? Et ça, vous pouvez vous dire, mais c'est impossible. Enfin, déjà, il y a des trucs pour modéliser comment on casse un spaghetti. Il y a des trucs où on arrive à... Généralement, on modélise quelque chose de très précis. On va regarder comment une table réagit ou des chocs de voitures. Là, on va faire un modèle pour l'avenir de l'humanité. Et ils inventent en fait la dynamique des systèmes. On va voir comment ils conçoivent. Donc, bienvenue à Dynamique des systèmes 101. Et en fait, comment on fait? C'est toujours la même chose en dynamique des systèmes. C'est d'abord, on identifie les systèmes majeurs qui régissent la société. Ça, on va les identifier. Et ensuite, on va identifier les interactions entre ces systèmes et les quantifier. Et ensuite, donc en fait, on fait comme la formule. Ensuite, on appuie sur Start. Et notre modèle, il nous montre à quoi va ressembler le futur. Ça, c'est dans les années 70. Donc, ils identifient les 5 systèmes majeurs. Système alimentaire, bien sûr. Le système industriel. La population, très important. La pollution. Et les ressources. Ressources, certaines sont renouvelables, certaines ne sont pas renouvelables. Et maintenant, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce qui fait varier la population. Parce que la population, bien sûr, ça dépend de la nourriture qu'on a. Ça dépend de l'industrie qu'on a. Et comment vont varier ces 5 systèmes en fonction du temps? C'est un truc mais énorme. Enfin, ils ont modélisé le monde. Donc, une fois qu'ils ont identifié les 5 facteurs, à chaque fois, ils ont fait appel à des experts dans chacun de ces 5 systèmes. Ils se sont dit, maintenant, on identifie les interactions. Je vous fais l'exemple le plus simple. Pour la population, qu'est-ce qui fait varier la population? Le nombre de naissances, oui. Ça, on appelle ça une boucle de rétroaction positive. Parce qu'une naissance en plus, ça fait population plus 1. Et ensuite, il y aura plus de population, donc il y aura encore plus de naissances. Donc s'il n'y avait pas de décès, en fait, la population, elle augmenterait exponentiellement. Et en fait, il y a un truc qui remet le système à l'équilibre, c'est le nombre de décès. Donc là, ça fait vraiment très rationnel pour expliquer comment la population augmente. Enfin, augmente ou peut diminuer. Et donc, il y a le nombre de décès. Et donc, il y a 2 facteurs en fait, qui font varier la population. C'est d'un côté la fertilité et de l'autre l'espérance de vie. Si on fait varier ces 2 facteurs-là, la population, elle varie. Donc ça, c'est vraiment comment modéliser un des systèmes. Là, j'ai bien sûr simplifié, mais en fait, il y a une quadruple douzaine de flèches sur la population. Pour les machines, donc le système industriel, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait varier le nombre de machines? Plus on produit, plus on va pouvoir réinvestir dans nos machines, donc on va avoir plus de machines, on va pouvoir produire plus et tout ça. Et donc on peut se dire, le nombre de machines, ça va augmenter exponentiellement. Sauf que, il y a une boucle de rétroaction négative aussi, c'est que le matériel, en fait, il peut se casser et tout ça. Donc il y a encore 2 facteurs. Le taux d'investissement, quelle quantité d'argent on est prêt à remettre dans nos machines, et le temps de vie moyen du capital et de nos machines. Donc là, voilà, je vous ai fait juste des exemples pour 2 des 5 systèmes, mais c'est la même chose pour l'agriculture. Pareil, il y a des boucles de rétroaction positives, d'autres qui sont négatives. Mais maintenant, il faut quantifier les interactions, parce que là, on a mis juste plus ou moins, mais en fait, il y a des interactions. Voilà, bon, là, je vous ai mis toutes les interactions. Vous voyez que vraiment, tous ces systèmes, ils sont liés. Donc, la population, elle ne peut pas croître si on n'a pas de nourriture. La production alimentaire, donc la nourriture, elle est augmentée par la croissance du capital. Plus de capital, on a besoin de plus de ressources. Les ressources qui sont rejetées, elles deviennent de la pollution. Et la pollution, ça interfère avec la croissance de la population et de la nourriture. Donc vraiment, tout est lié et il faut quantifier ça. Et bien sûr, il y a voilà, ça c'est très facile. Population qui augmente de plus 1, c'est linéaire et immédiat. Les naissances augmentent, une naissance en plus, ça fait population de plus 1 immédiat. Mais sauf que si maintenant vous devez quantifier l'interaction entre la pollution et la population, ce n'est pas forcément immédiat. Il peut y avoir plus de pollution, puis on atteint un pic, puis la population elle descend 20 ans plus tard. C'est possible. Donc ils ont vraiment, cette fois-ci, ils n'ont plus mis des plus et des moins. Ils ont vraiment trouvé les formules pour chacune de ces interactions-là. Qu'elles soient hyper simples, plus 1 immédiat, ou vraiment des trucs avec des effets de seuil, des effets dans le temps.
la partie la plus intéressante, et ça va faire mal, mais c'est la plus intéressante, c'est bien sûr les résultats. Donc ils se sont dit, voilà, c'était un rapport en noir et blanc sur des trucs, donc on l'a pimpé un petit peu avec des couleurs, puis on rajoute le livre là, et on rappelle ce que c'est. Donc ils se sont dit, on commence en 1900, donc c'était en 1970, mais pour être sûr que c'était pas trop décollant, ils ont fait entre 1900 et 1970, ils ont regardé si l'évolution des courbes correspondait bien à l'évolution qu'ils avaient observée vraiment dans les 70 dernières années. Ils se sont dit, ok, bah, on met au point de départ nos 5 trucs, ce qu'on observe. Pour l'instant, on a beaucoup de ressources, on a une population qui est de temps, etc. On connaît toutes les interactions entre les 5 systèmes, on appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe? Et ils mettent jusqu'à 2100. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au début, tout se passe bien. On a plein de ressources, donc avec la ressource, on peut faire la production par personne en bleu qui augmente, la nourriture par personne qui augmente, sauf que les ressources, ça commence à diminuer. Et donc plus on a de nourriture et de capital, bah, la population, elle augmente. Sauf qu'il y a 2 problèmes, les ressources, elles diminuent, et la pollution, elle augmente. Et donc, comme il y a plus de pollution, il y a moins de ressources, on peut produire de moins en moins de capital, on a moins en moins de nourriture par personne. Et là, quelques années plus tard, il y a la population qui diminue. Alors, ils ne mettent pas les échelles parce qu'ils veulent pas. Enfin, c'est pas un truc hyper précis parce qu'il peut se passer plein de trucs, mais c'est vraiment la forme des courbes qui est hyper importante. La population diminue de plusieurs milliards d'habitants en quelques années. Donc c'est complètement fou. Ils ont vu ça dans les années 70, ils ont essayé d'alerter, mais ça n'a pas trop été écouté, on ne veut pas. Et donc une fois que la population diminue, la pollution aussi diminue, mais par contre on arrive avec un nombre avec des ressources qui sont très limitées. Donc là on peut se dire, ok, c'est la merde, mais peut-être si on fait d'autres hypothèses, on peut changer ça. Ouais. Juste sur le graphe précédent, si on devait se placer, on serait à peu près où là, la période ? Tu regardes en fait, tu regardes où on est à peu près. Et pour l'instant, il y a une étude de l'université de Melbourne en Australie qui en 2008 a vu qu'on était à peu près sur ces courbes-là. Alors je tiens à signaler quand même, ils n'ont pas mis d'échelle. Tu vois là, ils pourraient dire, tiens, ça va atteindre un pic à 10 milliards,3 d'habitants et ensuite on va descendre jusqu'à 5 milliards d'habitants. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils se disent, non, ce qui est important, il peut se passer tellement de trucs dans le monde avec des conflits, des trucs. Ils se sont dit juste, la forme des courbes, elle ne va pas bouger parce que leur modèle de dynamique des systèmes, il est solide. Mais d'être sûr que ça va atteindre tel truc ou tel truc. Donc pour l'instant, ça suit à peu près cette forme-là. La pollution diminue avant la population. Comment le fait ? Parce qu'en fait, la pollution, c'est la conséquence du bleu et du orange. C'est la conséquence de l'agriculture et surtout du système industriel. Donc elle est un petit peu décalée par rapport à ça. Et la population encore un petit peu plus. Donc voilà, donc ça c'est un peu un futur horrible. Ouais. Au niveau de nourriture par personne, là la courbe elle augmente parce qu'on mange plus. Ouais, on arrive à produire plus. En fait, on a plus d'argent, on est plus nombreux sur Terre, donc on se dit il faut produire plus. Et on a les capacités parce qu'on a encore plein de ressources au début. Et on a plein de machines pour faire plus de nourriture. Donc on y arrive. Au début, on y arrive. C'est pas ce qu'on consomme, c'est ce qu'on est en capacité de produire, c'est ça ? Ouais, mais en fait, on est en capacité de le produire, mais on le fait. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes, donc on le fait. Bon, après, bien sûr, il y a les inégalités alimentaires. Il y a aussi une critique de ce rapport qui dit qu'en fait, on était dans les années 70, donc les ordinateurs n'étaient pas très puissants. Et donc, ils ont décidé de faire un modèle global avec les ressources, c'est les ressources moyennes sur Terre. Ils n'ont pas fait comme par exemple le GIEC, là maintenant avec des ordinateurs qui sont infiniment plus puissants, ils ont pu modéliser en fonction des régions, des pays, etc. Mais vraiment, ce qui est important, c'est les formes des courbes, et même les nouvelles études qui reprennent ça, on voit la forme globale des courbes, ça monte puis ça descend. Et donc ça, maintenant on peut faire une autre hypothèse. Imaginons maintenant, on double le nombre de ressources. Donc soit on en trouve plus, soit on a une meilleure utilisation des ressources, soit par exemple la technologie augmente et donc on a besoin de moins de ressources. Là on se dit peut-être que là, ça va marcher. On regarde ce qui se passe, on a des ressources à balle au départ, et en fait ce qui se passe, c'est que les ressources elles diminuent plus lentement, mais du coup la pollution, là ça part complètement en dehors du graphique, et donc là même si on a le double, ça refait un effondrement sur les ressources, sur la
le capital et la nourriture par personne, et donc la population diminue encore vraiment. Là, on a l'impression que c'est juste une petite courbe bleu foncé, c'est vraiment des milliards d'habitants qui meurent. Et donc là, on se dit, ok, maintenant, on va essayer. Là, ils étaient complètement. Ils ont découvert ça, ils se sont dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe si on agit dès les années 70 ? Et donc, ils ont essayé de faire un modèle politique. Alors, un modèle politique qui ne serait jamais adopté par aucune population. Ce serait impossible. Il y a un contrôle des naissances, il y a un contrôle de la nourriture qu'on peut manger, juste pour voir si, en fait, c'est possible de stabiliser ces courbes. Et donc, c'est à peu près possible, mais avec un modèle politique, encore une fois, que personne n'accepterait. Et encore, on voit que les ressources, elles diminuent un petit peu. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe si on agit un peu plus tard ? Donc voilà, je vous avais dit, on avait vu le graphe vert et rouge, où plus on agit tôt, plus c'est important. Ils se sont dit, si on fait le même modèle, tout pareil, mais 30 ans plus tard, donc quand déjà la pollution elle a commencé à augmenter, les ressources ont commencé à diminuer. Et bien là, ça ne marche pas. Et là, on n'a pas vraiment agi, et on est en 2022. Donc on se dirige plus vers des courbes comme ça pour l'instant. Voilà, et donc une fois qu'ils ont vu ça, ils ont dit quoi ? Ces conclusions ont une telle portée et soulèvent tant de questions à approfondir dans tous les domaines que nous sommes franchement dépassés par l'énormité de la tâche à accomplir. Ensuite, il y a eu quelques critiques. Donc, il y a un acteur majeur de l'industrie pétrolière. Et qu'est-ce qu'il a dit dans les années 70 ? Il a vu ces courbes-là et il s'est dit non, mais c'est pas bon pour mon business. La crainte de pénurie à l'approche de la fin du XXe siècle est devenue une mauvaise plaisanterie. Au lieu de pénurie, les 2 dernières décennies du XXe siècle ont été marquées par la surabondance. Ça, c'est juste après le rapport. Et c'est vrai qu'il y avait une abondance à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 30 ans, il y a eu une abondance. Et le même Matthew Simmons, il a dit des années plus tard, 30 ans plus tard, je crois, rétrospectivement, le Club de Rome s'est avéré avoir raison. Nous avons simplement gaspillé 30 années importantes et en ignorant ce travail. Voilà, donc il y a certains qui critiquent encore, il y en a d'autres qui sont ravisés. Et en conclusion, je vais juste citer la conclusion des chercheurs. Nous espérons que ce rapport servira à intéresser de nombreuses personnes dans de nombreux domaines, d'autres personnes dans de nombreux domaines d'études et dans de nombreux pays du monde, à élever l'horizon spatial et temporel de leurs préoccupations et à se joindre à nous pour comprendre et préparer une période de grande transition. Et la période, encore une fois, c'est pas 3 ans, c'est vraiment 100 ans. Voilà, je refais ma petite pub. Et après, on pourra parler de ça si on a le temps, tu me diras si c'est... Une parenthèse, si on a Vas-y. à partir, c'est très intéressant, on peut rester... Et si vous devez... c'est les activités, je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas ce que ça... Enfin, il choque pas mal ce rapport. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Enfin, même il est en PDF gratuitement, mais il est en anglais. Ça s'appelle Limits to Growth. Vous tapez juste rapport Meadows, vous le trouvez rapidement. Je crois qu'il est aussi dispo en français. Mais ouais, c'est difficile à lire. Ouais. En fait, moi, je n'ai pas encore bien compris l'histoire des 3 ans. En fait, dans 3 ans, on va atteindre un pic qui va diminuer si on applique les règles de toutes les COP, ça. Ouais, en gros, c'est pas qu'on va les atteindre, mais c'est que dans le scénario où on respecte l'accord de Paris et vraiment donc on limite le réchauffement à plus 1,5 degré, pour vraiment réussir à faire ça, il faudrait déjà, là les émissions elles augmentent chaque année, donc atteindre le pic dans 3 ans, puis que ça diminue. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Et ça ne veut pas dire aussi atteindre le pic puis diminuer, ça ne veut pas dire que tous les efforts ils sont pendant 3 ans. En fait, diminuer c'est hyper dur aussi. Donc les efforts en fait ils sont... c'est juste qu'on a une courbe des émissions qui augmente. Là on avait vu dans le rapport du groupe 3, dans les constats. Pour l'instant nos émissions elles sont toujours en train d'augmenter. Même si on en parle, on dit ouais, il faut diminuer les émissions, elles sont toujours en train d'augmenter. Donc si tu veux les baisser et les amener à 0, à un moment ça va atteindre un pic. Il se trouve que ce pic-là il arrive dans 3 ans, mais il arrive dans 3 ans si on fait tout pour respecter les 1,5 degré. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a 3 ans pour sauver le monde. On a 100 ans et il faut faire des efforts pendant 100 ans. C'est dur à entendre, mais c'est vraiment ça. Sinon, on a ça. Ouais. Ce rapport-là, il montre différents scénarios, mais dans celui-ci, est-ce qu'il y a des solutions qui proposent des choses En fait, il dit même si... Alors, encore une fois, c'est une modélisation. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais pour l'instant, on s'en approche. Mais il dit, chaque année, on n'a pas agi. Tu vois, c'était juste, on agit 30 ans plus tard. C'est pas grand-chose, on va dire, à l'échelle de l'humanité. Mais chaque année, on n'agit pas. En fait, on ne peut plus avoir le modèle où ça stabilise. Donc, lui, Denis Meadows, elle est morte. Denis Meadows, il fait encore quelques conférences. Et bien sûr, il est complètement...
Il dit qu'il y a des solutions pour limiter les catastrophes, mais selon lui, ça va arriver. Et c'est déjà en train d'arriver. Les solutions, elles sont présentées. Ah bah, le rapport, c'est juste une modélisation. Après, lui, en conférence, il explique les solutions qu'il peut y avoir. Là, on va voir d'ailleurs, le rapport du groupe 3, c'était toutes les solutions. Tu as vu sur l'énergie et ensuite sur les autres. Mais en gros, lui, il préconise exactement les solutions du GIEC, hein, il n'y a pas de souci. Il est complètement d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien aller, même si on fait tout bien. Ouais. Est-ce que l'effet de serre, il a tendance à s'estomper naturellement? Et si oui, est-ce que c'est à l'échelle d'une vie humaine ou ça prend comme par exemple pour le phénomène donc est-ce que ça prend plusieurs millions d'années par exemple pour s'estomper naturellement? Ah oui, non. Alors l'effet de serre, il s'estompe pas. Enfin, c'est toujours le même, toujours les mêmes équations physiques. Donc, alors si on arrête tout de suite. Alors, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on arrête tout de suite les émissions de CO2 ou est-ce qu'on arrête tout de suite les émissions de tous les gaz à effet de serre, donc CO2, méthane, tout ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça augmenterait un tout petit peu et ensuite ça diminuerait très fortement. En fait, il y a très peu d'inertie climatique. Un tout petit peu d'inertie, mais très peu. Par contre, il y a une inertie qui existe et qui est énorme, c'est l'inertie sociale et politique. Donc, mais par contre, au niveau de la physique, moins il y aura de gaz à effet de serre, plus l'effet de serre va diminuer et très rapidement en fait. Donc ça, heureusement, il n'y a pas cette inertie-là. Par contre, il y a une inertie sur la montée des eaux qui est énorme. Donc là, quoi qu'on fasse, le niveau des mers va augmenter. En fait, c'est à des échelles de temps qui sont beaucoup plus grandes que... Voilà, exactement. Et donc, c'est des centaines ou des milliers d'années. Et donc, pour ce qui est de la montée des eaux, ça, c'est foutu. Il faut quand même qu'on agisse, bien sûr. Mais sur la réduction des émissions, ouais, ça, il y a beaucoup moins d'inertie. Ouais. Vous voulez dire que là, si on arrête d'émettre du CO2, on va revenir progressivement au niveau de 1850 De température, tu veux dire? De CO2 à atmosphère. Non, c'est pas ça. Alors, en fait, pour ce qui est déjà des températures, si même on respecte l'accord de Paris, on sera quand même à plus 1,5 degré par rapport aux températures de 1850. Et ensuite, en 2100, on sera à ça. Et donc, ensuite, plus les années vont passer, et il y aura de moins en moins d'effets de serre, là, on va encore diminuer, mais ça va être des échelles de temps énormes. Je ne sais pas si c'était vraiment ta question. Ouais. C'est un prof de réseau et voirie, il avait dit que tout ce qui était inondation en France et d'autres domaines, il dit que ça n'avait rien à voir avec le réchauffement climatique, et rien ne le prouvait. Tu peux lui présenter le rapport du GIEC. Le GIEC dit le contraire. Après, je ne sais pas si... Je ne connais pas ton prof, mais il va y avoir de plus en plus d'événements extrêmes. On a vu qu'il y en a déjà de plus en plus, qu'il y a des zones où il y a plus de précipitations, des zones où il va y avoir plus en plus de sécheresse, c'est déjà le cas. Et ensuite, alors en France exactement, je ne sais pas, mais le nombre d'inondations, le GIEC le dit, dans toutes les régions, il va y avoir des conséquences négatives, donc de plus en plus d'inondations dans toutes les régions du monde. Présente-lui et confronte-le à ça, je pense que ce serait pas mal. C'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez faire le truc de le rapport faire sa part? C'est rapide, c'est plus rapide que les autres. Ok, rapport faire sa part. C'est un rapport de Carbone 4. Je ne sais pas si vous connaissez Carbone 4. Bon, c'est une société de conseil en décarbonation des entreprises. Et donc, faire sa part, point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? En fait, ils se sont demandé, ok, il faut baisser les émissions, mais qui est vraiment responsable de ces émissions? Est-ce que c'est les citoyens ou est-ce que c'est le gouvernement ou les entreprises? Parce que, en plus, moi j'ai une chaîne YouTube, donc je vois les gens qui commentent. Et il y en a 1 sur 3 qui dit « Oui, mais c'est pas les citoyens, c'est les entreprises qui polluent. » Oui, mais les entreprises, non mais en fait c'est le gouvernement qui nous laisse polluer. Oui, mais le gouvernement, c'est élu par les citoyens, donc c'est à eux de changer. Et donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez le mème avec les 3 Spider-Man, mais c'est exactement ça. J'aurais dû le mettre, je vais le mettre la prochaine fois. Et donc là, ils se sont dit « Ok, il y a tout le monde qui rejette sur les autres. Donc c'est quoi? Est-ce qu'on peut vraiment quantifier l'impact de chacun ?» Ils essaient. Bon. Donc ils reprennent, bien sûr, donc ça, tout le monde est d'accord, c'est 10,8 tonnes, là il y a un truc plus précis, on est à 10 tonnes en France, en fonction, donc pour se déplacer, bon ça je vous le mettrai après plus en détail parce que j'ai un graphique plus précis, mais voilà, on est à 10 tonnes, il faut arriver à 2 tonnes, comment on fait? Ils ont regardé tout ce qu'on peut faire au niveau individuel. Donc, ils regardent
ça c'est si vous voulez baisser vos émissions personnelles, en moyenne, pour un Français moyen, donc bien sûr si vous prenez beaucoup l'avion, bah, ce sera ça, mais en moyenne, il y a peu de gens qui prennent l'avion, eh ben, c'est de passer un régime végétarien, de prendre le vélo pour les trajets courts. Donc tout ce qui est jaune, c'est la nourriture. Vous voyez qu'en fait, on dit ouais, il faut manger local. Mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus le type de nourriture qui va beaucoup plus influencer sur les émissions que si ça provient, en fait le transport c'est très peu. Vous mangez un bœuf de Nouvelle-Zélande ou de France, en fait les émissions c'est quasiment les mêmes, en moyenne. C'est parce que c'est la viande rouge qui émet beaucoup. Ensuite, donc, tout ce qui est transport, donc du vélo, du covoiturage, plus prendre l'avion, ça encore c'est sur les émissions moyennes du français, et moins de vêtements neufs pour les achats, donc en vert, de l'électroménager d'occasion, 0 déchet, baisser le thermostat donc pour le chauffage. Ah oui, et aussi on dit souvent, il faut éteindre la lumière avant de sortir. En fait, c'est beaucoup plus le chauffage qui est important. Donc en fait, on ne le voit pas. Donc, on voit la lumière qui est allumée, mais on ne voit pas qu'il y a du chauffage. Mais en fait, c'est le chauffage qui est beaucoup plus important, qui émet beaucoup plus que la lumière. Donc ils se sont dit, OK, au niveau individuel, on peut faire tout ça. On peut baisser facilement, en faisant tout ça, de 3 tonnes les émissions moyennes du français. Et en plus, donc 2,8 tonnes. Et en plus, si on est prêt chacun à investir un peu, donc en fait investir sur 2 trucs, la mobilité, donc c'est passer à un véhicule électrique, il faut des subventions de l'État aussi, mais donc là il faut mettre de l'argent, tous les citoyens, et sur le logement, donc pour isoler les bâtiments. Si on fait ça en plus, eh ben on peut baisser, en fait les citoyens, en fait, ils peuvent être responsables de 4,8 tonnes de baisse par an, juste avec le même gouvernement, avec les mêmes entreprises. Et donc, ça ne suffit pas, parce qu'on est à 10,8, en fait on est à 10. Et donc, 10, on baisse de 5, il y a encore, 4 à trouver à peu près. 10,8, on baisse de 4,8, il y a encore 4 à trouver. Et ça devra être trouvé par, du coup, les entreprises et le gouvernement. Et donc, ils disent, les individus, on est responsable, en France en tout cas, mais c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur sur les autres pays, de 50% de nos émissions. Voilà, on a la réponse, c'est 50% des émissions. Mais après, ils se sont dit, on va faire un sondage, on va demander aux Français s'ils sont prêts à faire ça. Et en gros, ils ont regardé, et il y a, quand on parle de changement climatique, il y a 60% de Français qui s'en foutent un peu, enfin, sont ni l'un ni l'autre, bon, je verrai, je vais suivre. Il y en a 20% qui sont réfractaires à tout changement climatique, je m'en fous, je ne changerai pas ma façon de vivre. Et il y en a 20% qui sont prêts à changer. Et donc ils se sont dit, bon, 20% et 60% entre les deux. En gros, en moyenne, il y a une personne sur 2 qui va changer. Et donc ils se sont dit, en fait, ce n'est pas 4,8, ce n'est pas la moitié de la baisse. Ce n'est pas moite-moite, là, vous voyez, c'est 4,8, 4. Donc allez, 50% de la baisse. En fait, ça va être un quart, parce qu'il n'y a que la moitié des gens qui vont le faire. Mais du coup, on va remettre la responsabilité encore plus aux entreprises. Enfin, toute la baisse, ça va devoir être une transformation systémique. Vous avez individu, collectif. Et donc, ça, c'est un quart des gens qui vont à peu près le faire en moyenne, enfin, à peu près, et 3 quarts du collectif. Et donc, en fait, quand vous entendez pas mal de gens parler de ce rapport, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, « Regardez, c'est toi le responsable », ils disent « Ouais, mais il y a eu un rapport qui dit que les citoyens sont responsables que d'un quart. » Alors déjà, un quart, c'est énorme, et en plus, c'est faux. Vous allez voir, à chaque fois que le rapport est cité, c'est un quart. En fait, si tout le monde fait ses efforts, on appelle ça le comportement héroïque, c'est un monde un peu… Mais vous, à votre niveau individuel, vous êtes responsable de 50% de vos émissions, d'après ce rapport. Et tout le monde dit, en fait, c'est un quart des émissions. En fait, c'est si une personne sur 2 le fait. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les ordres de grandeur. Bon, ça, je ne sais pas si on fait ça. Si vous devez y aller, il n'y a pas de souci. C'est vraiment 5 slides. Bon, si on regarde, je fais une vidéo sur les ordres de grandeur, parce qu'on n'a pas du tout les ordres de grandeur en tête. Il y a un sondage qui a été fait en 2019 en Allemagne. On leur a demandé, à votre avis, donc ça c'est, il faut baisser les émissions, mais on n'a pas du tout les ordres de grandeur des émissions. Parmi toutes ces mesures, laquelle ferait le plus baisser les émissions du pays? Donc voici ce que les gens ont répondu. La plupart des gens pensent qu'il faut moins de sacs plastiques pour baisser les émissions du pays. À votre avis, ce serait quoi d'ailleurs? Bon, un indice, c'est pas le premier, mais… Je sais pas, ouais. Alors,
Ouais, ouais, j'ai entendu la bonne réponse. C'est l'isolation et la rénovation thermique des bâtiments. Le végétarianisme, c'était vraiment une bonne mesure aussi et qu'il faut prendre aussi pour baisser les émissions. Mais vous avez vu, il y en a quand même 15% qui pensent que c'est alimentation locale et de saison. En fait, c'est pas le végétarianisme a beaucoup plus d'impact. Et surtout, il y en a 22% qui ont dit moins de sacs plastiques. C'est 257 fois moins efficace que l'isolation et la rénovation thermique des bâtiments. Donc vous allez avoir un rôle énorme dans le futur. Vous êtes vraiment dans ceux qui ont le plus d'impact pour les 100 prochaines années, quoi. Donc je vous souhaite bonne carrière. Et donc on voit aussi qu'on n'a pas du tout les ordres de grandeur, quoi. Les habitants en moyenne, ils sont complètement perdus. On voit des prix partout. On connaît très bien, voilà, on ne ferait jamais une baguette à 257 €. Là, on sent qu'il y a un problème sur les ordres de grandeur de prix. Mais sur les émissions, pas du tout les ordres de grandeur. Et donc voilà. Là, je vous avais dit qu'on est à 9,9 tonnes par personne. Si vous voulez la répartition, je vous laisse soit prendre en photo, soit je pourrais vous envoyer les slides, il n'y a pas de souci. En gros, donc ça c'est MyCO2. Et ils ont fait vraiment, j'ai fait une vidéo avec le président de MyCO2 pour qu'il m'explique ce graphique. Et en fait, voilà, ça c'est les 10 tonnes par personne en fonction de 5 choses. Donc c'est le transport en 1, l'alimentation, le logement, tout ce qui est achat électronique, tout ça, loisirs, et les dépenses publiques. Là, on ne peut pas vraiment avoir d'impact sur les dépenses publiques parce que voilà, c'est la santé, l'enseignement, la défense, le sport, tout ce qui est dépenses publiques, ça, on n'a pas d'impact dessus. Mais là, bien sûr, vous ne pouvez pas réduire ça à 0, tous à 0, mais vous pouvez baisser de la moitié. Ouais. Dans les loisirs, parce que tous les achats que tu fais, tu t'achètes une serviette de plage, tu t'achètes des chaussures de foot, je sais pas. Ouais. Et juste, on a vu que être végétarien, c'est la bonne mesure, effectivement, et on voit que la viande ici, ça pollue beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est la consommation de viande qui pollue vraiment beaucoup, ou est-ce que c'est la façon dont on produit la viande, c'est-à-dire de manière industrielle aujourd'hui? Et est-ce que c'est vraiment à quel point l'industrie de la viande a une part de responsabilité? En gros, c'est que tu l'achètes. Alors, il y a des gens, tu vois, ils disent c'était Fabien Roussel, un bon vin, de la bonne viande, bien française, bien locale. Ouais, mais en fait, on s'en fout que ce soit local sur les émissions. En fait, c'est vraiment la nature du produit. Donc, si c'est une vache, elle va rôter, elle va faire des émissions de méthane. Donc, qu'elle soit, c'est bien mieux qu'elle soit élevée, tu vois, avec ses copines et non pas dans ton hangar. Donc ça, je suis d'accord, c'est mieux de l'acheter comme ça. Mais là, vraiment, si on fait le focus et on met juste les loupes sur les émissions de CO2, ça ne va pas changer grand-chose. Mais bien sûr, si tu manges de la viande, autant manger quelque chose avec des vaches qui ne sont pas dans des hangars. Ça, on est complètement d'accord. Pour les gens, il y a une différence entre dire passer à tout végétarien et Ah, mais non, mais bien sûr. Non, ils disent, t'as vu, ils ont regardé ce qu'on pourrait faire au niveau individuel. C'est possible d'être végétarien. C'est possible, tu vas pas mourir avec ça, tu vois. Au contraire même. Mais après, ils ont bien dit, ok, tout le monde va pas le faire, on est d'accord. Jusqu'en 2050, ils ont dit, à peu près une personne sur deux va l'être en 2050. C'est pour avoir des ordres de grandeur, tu vois, de qui est responsable des émissions. Ouais. On a vu tout à l'heure que le méthane, c'était responsable d'après 20% du gaz. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres sources de méthane que la viande? Ouais, alors, donc il y a la viande et il y a la fuite quand tu transportes, par exemple, du gaz. Et il peut y avoir des fuites de gaz, des trucs comme ça. Et donc, quand tu transportes tes énergies fossiles, tu as aussi des émissions de méthane. Mais l'agriculture, en fait, c'est vraiment les deux gros du méthane. Le méthane, il est instable dans l'atmosphère, il se décompose en quelques années. Ouais, mais bien sûr, à chaque fois... pardon, vas-y. Donc ça veut dire qu'on en produit assez, on en relâche assez dans l'atmosphère pour maintenir un niveau énorme. Ah oui, non, mais nos émissions de tous les gaz à effet de serre sont énormes. En gros, le méthane, ça réchauffe 28 fois plus que le CO2. Et en fait, tu as vu que quand on regarde le réchauffement global, à quoi il est dû, il est dû à 75% au CO2. Ça veut dire que oui, nos émissions de méthane, elles sont élevées, mais en fait, le CO2 est tellement élevé par rapport aux autres. On voit bien tout ce qu'il y a là. Ouais. Et donc, non, mais vraiment, le méthane, c'est 28 fois plus, mais on l'émet énormément, mais en fait, on émet tellement plus que de CO2 que ça prend 75% des émissions, c'est le CO2. Enfin, 75% du réchauffement, c'est dû au CO2. Ouais. En fait, là, ce qui pollue, parce que nous, on émet le plus de carbone lorsqu'on se déplace. Ouais. Mais du coup, si tout ce qu'on consomme
consomme, c'est des produits qui viennent d'ailleurs. Donc on fait déplacer des choses aussi. Donc c'est comme si du coup, c'est des choses aussi qui polluent beaucoup de faire déplacer. Donc pour moi, comme vous dites, c'est négligeable. Tu peux me tutoyer, pas de souci. Hein. Alors, sur le déplacement, là c'est vraiment, en moyenne, il y a 1,1 ou 1,3 personnes, je ne sais plus, en moyenne dans ta voiture. Après, quand tu fais des achats, et que c'est, bien sûr, je ne sais pas si ça va être en énorme cargo, eh bien, le cargo, il va beaucoup émettre, mais en fait, ces émissions-là, elles vont être divisées par le nombre de personnes qui ont acheté et tout ça. Et donc, en fait, là, tu fais tu mets tout dans des énormes... le transport, tu vois, il est assez optimisé pour être optimisé encore plus, mais vraiment, c'est pas pareil de te déplacer dans ton SUV toute seule en voiture et juste la livraison de ta viande. En fait, la livraison de ta viande, bien sûr, elle pollue, mais la viande en elle-même pollue plus. C'est ça le vrai truc. Donc voilà, ça c'est les ordres de grandeur. Ouais, pardon, ouais. Sur le transport, Ouais. Par rapport aux voitures, on a entendu pas mal de choses. Ouais. Passer à hybride ou tout électrique, et notamment le coût de vie total des voitures électriques. Ouais. Quel chiffre? Ouais, c'est une bonne question d'ailleurs. Alors, il y a des comparaisons de voitures électriques, voitures thermiques. Et il y a plein de gens qui disent ouais, mais la voiture électrique, elle pollue énormément à la fabrication. Mais vraiment, à chaque fois, c'est des gens compétents qui font ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire, OK, il y en a une qui émet beaucoup parce qu'il faut produire la batterie, voilà, ça émet. Mais ensuite, elle émet quasiment pas. Parce qu'en France, l'électricité, elle est assez décarbonée, donc ça émet bien sûr, mais ça émet assez peu quand tu la transportes. Et ta voiture thermique, qui a des émissions quand tu la construis, bien sûr, mais en plus, qui a des émissions qui continuent pendant tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, une voiture, c'est utilisé pendant combien de temps? Quel pourcentage des voitures sont recyclées? Et donc, ils regardent sur tout le cycle de vie, de la construction jusqu'au démantèlement ou au recyclage. En moyenne, tiens, je ne sais pas si c'est 15 ans une voiture, genre je ne sais pas. Eh bien, en moyenne, une voiture thermique, c'est 22 tonnes. Et une voiture électrique, c'est 9 tonnes. Avec la moitié juste pour la fabrication, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais donc, c'est énorme, puis peu grand-chose, pas, quasiment pas. Et là, c'est grand, puis énorme sur tout. Et donc, c'est, si tu veux, 2 à 3 fois moins sur l'ensemble du cycle de vie pour une voiture électrique. Et là, on parle juste des émissions. Après, il y a d'autres problèmes, des ressources, des composants. Mais sur les émissions, c'est 2 à 3 fois moins, si tu veux, l'ordre de grandeur. Ouais. Est-ce que du coup, la voiture hybride, il y a des choses qui sont faites pour montrer si c'est vraiment utile ou si c'est une aberration parce qu'on a deux moteurs et que... Alors, j'ai jamais vu, enfin, tu vois, dans les rapports du GIEC, ils parlent vraiment d'électrifier, mais genre, la voiture hybride, c'est... En fait, tu vas faire, oui, c'est mieux, mais dans quelques années, ce sera déjà moins bien que toutes les voitures électriques qui sont sur le marché. C'est un peu trop lent, d'ailleurs, l'électrification de toutes les marques de voitures. Mais en fait, autant passer à la voiture électrique plutôt que d'avoir une étape intermédiaire qui ne sert pas à grand-chose. Et on n'entend pas beaucoup parler d'hélium. Alors, il y a encore un autre truc, mais c'est pas dans les... C'est vraiment un autre sujet, ça prendra encore plus de temps. On pourrait parler d'hydrogène aussi, enfin de dihydrogène, mais on l'appelle hydrogène parce que c'est plus rapide pour les journalistes. Mais il y a d'autres trucs. Mais l'électrification, pour les transports, c'est vraiment voiture électrique qui est préconisée par tout le monde. Et pour l'hydrogène et tout, ce sera pour d'autres secteurs qui pourraient s'en servir. Et ce sera pas encore. Il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Déjà, je pense que vous avez bien compris. Mais c'est encore un truc qui pourrait baisser des émissions un petit peu dans un secteur particulier. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on sait recycler les batteries utilisées dans les voitures électriques. Alors, on sait recycler les batteries. Alors parfois on les recycle pas, mais on sait le faire. Maintenant il faut que... Et on sait recycler, je crois 97 ou 99% des batteries. J'ai dit peut-être une connerie sur le chiffre exact. Mais oui, on sait le faire. Maintenant, il faut le faire pour quasiment toutes. Et bien sûr, ton recyclage, il n'est pas à 100%, mais il est proche de... On sait le faire. Et qu'est-ce que tu penses des biofuels comme ça? Alors les biocarburants, c'est encore tout un... Donc il y a pas mal, il y a Jean-Baptiste Djebbari, donc ministre des Transports, qui communique beaucoup sur les biocarburants, surtout, lui c'est surtout l'aviation qui l'intéresse. Donc il dit, regardez, il y a un premier avion qui a consommé juste du biocarburant, donc c'est très bien. Alors le biocarburant, en fait, il faut faire attention à... Donc si tu fais tes plantations juste pour les choper et les mettre dans tes avions, bah, en fait tu prends des terres pour rien, quoi. Et donc il faut vraiment que ce soit un biocarburant avec le reste de ce que tu n'as pas mangé, de ce que tu n'as pas consommé et tout ça. Et en fait, si tu regardes les ordres de grandeur, les biocarburants, ça ne va pas du tout. C'est vraiment
j'avais dit la dernière fois, attention aux ordres de grandeur sur les panneaux solaires et tout ça. Ben, pareil pour les biocarburants, les ordres de grandeur, les calculs sont pas bons, comme on dirait. Ouais. Mais ça aide, Mais ça aide quand même, mais il faut que ce soit des bons biocarburants, donc des déchets, mais encore une fois, c'est une partie de la solution, c'est pas la solution miracle. Ouais. La question, c'est que vis-à-vis de l'histoire de l'énergie par rapport à certaines villes comme les grandes villes américaines comme San Francisco, où déjà à l'époque, quand l'automobile a commencé à venir dans ces villes-là, l'automobile a été imposée par des raisons politiques. À l'époque, si on prend des grandes villes comme San Francisco, la ville était déjà desservie par des cable cars notamment, donc elle était déjà 100% urbanisée pour du transport en commun. Et aujourd'hui, on a la voiture qui qui prend tout. Qui présente de partout, donc pourquoi pas justement aller vers un certain urbanisme plus responsable, en sachant que la majorité des grandes métropoles du monde, même avant, juste après l'histoire industrielle, c'est-à-dire juste après 1850, étaient déjà construites pour ça. Ah mais en fait, la technologie, là c'est un peu, tu décris un peu l'effet rebond. En gros, il y a des avancées technologiques qui vont nous faire augmenter nos émissions. Je prends juste un petit exemple aussi sur le chauffage. En Allemagne, ils ont dépensé 340 milliards d'euros pour baisser le chauffage. Enfin, en fait, pour isoler les bâtiments, pour que les gens aient besoin de moins se chauffer. Et donc juste tu baisses le chauffage, mais tu as la même température. Donc ça coûte moins d'argent. Et donc, les gens ils se sont dit, maintenant j'ai plus d'argent à la fin du mois. Et en fait, donc c'est une avancée technologique, parfait, mais effet rebond, les gens ils se sont dit, au lieu de me chauffer moins pour autant, me chauffer autant pour moins cher, je me chauffe plus pour autant d'argent. Et donc en fait, les émissions elles ont très peu baissé en Allemagne par rapport à ce qui était prévu. Donc bien sûr, il y a tout, à chaque fois qu'on dit, regardez, il y a des avancées technologiques qui vont nous faire, qui vont nous aider. Par exemple, la 5G, si tu veux télécharger quelque chose, ça va émettre moins qu'avec la 4G. Sauf que effet rebond, avec la 5G, tu pourras tout télécharger en quelques secondes, donc tu vas télécharger un max de trucs. Et tu vas streamer des trucs que tu ne pouvais pas faire avant. Et donc il y a des effets rebonds sur chaque avancée technologique. Sur la voiture, il y a un énorme effet rebond. On peut maintenant, avec les avancées technologiques, faire des voitures qui émettent beaucoup moins, mais au lieu de faire ça, on se dit, non, on va en faire des plus grandes, on va faire des gros SUV, et en fait, elles consomment plus. Et après, on l'utilise beaucoup plus parce qu'elle est beaucoup plus pratique. Donc même si ta voiture, tes avancées technologiques te permettent de réduire les émissions, tu l'utilises encore plus et elle devient moins chère, tout le monde l'utilise, tout le monde se déplace sur des plus grandes distances, effet rebond. Si c'est bon pour vous, je regarde juste. Bon, ça dépend. Là, je vous ai juste dit des moyennes. Donc là, on a fait la moyenne française, mais bien sûr, ça dépend énormément. Donc là, si vous êtes dans le top 1% des plus riches européens, en fait, l'avion va commencer à prendre une part démesurée de vos émissions. Alors que bien sûr, si vous êtes dans les bottom 5% des Européens, en termes de richesse, l'avion, il est quasiment inexistant. D'ailleurs, tous les domaines sont quasiment inexistants. Et voilà, ça dépend énormément du niveau de vie, ces émissions. C'est ma dernière slide. Attends, je prends ta question, je suis là. Par rapport encore au slide avant, vous voyez, boisson, ça a l'air d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Faut pas trop... Attends, c'était quoi ta question sur celle-là? La case boisson, non, c'était avant encore. Ouais. Dans le boisson, comment on arrive à se produire autant de choses Pardon, t'as dit poisson ou boisson? Boisson, les boissons, c'est quoi? Ouais, les boissons. Alors là, j'avoue, je sais pas exactement ce qu'ils disent sur les boissons. Pour la viande, c'est assez compréhensible, on est sur Sur les boissons, là, j'ai pas le détail de leur calcul. J'ai oublié de lui demander. Mais c'est une bonne question. C'est possible que ce soit ça, mais je veux pas m'avancer parce que je n'ai pas la réponse. Et donc, comme les émissions, elles dépendent énormément de votre niveau de vie et tout ça, je vous conseille, c'est ma dernière slide promis, je vous conseille de faire un test. En fait, vous pouvez faire votre test sur... donc ça, c'est l'ADEME, c'est ceux qui ont inventé le bilan carbone en France. C'est l'Agence de la transition écologique. Et donc, ça s'appelle Nos gestes climat. Et comme ça, vous savez, au lieu de vous dire « en moyenne, c'est 10 tonnes », vous pouvez vous comparer en sachant combien vous êtes sur l'alimentation, combien vous êtes sur le transport, etc. Et juste un petit truc, ils ont tendance, donc c'est un test qui est vraiment assez fiable, mais ils ont tendance à
vous allez avoir un résultat qui est un tout petit peu en dessous de la réalité, d'après les gens qui l'ont fait. C'est un petit peu en dessous de ce qu'on peut s'attendre. Mais je pense que ça va être quand même... S'il y en a un qui est à moins de 2 tonnes, qui m'appelle. Franchement, j'y crois pas. Même si ça baisse un petit peu la réalité, j'y crois pas du tout. Bah voilà, bah, merci beaucoup. Et bien sûr, je vous invite, si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça s'appelle Chez Anatole. Et puis, il y a plein de vidéos qui sortent voilà, sur tous les sujets. Et puis, si vous avez aussi des sujets à me proposer, écrivez-moi sur Instagram ou sur n'importe quoi. Partagez dans l'école. Voilà, il faut que les gens soient informés. Là. Il y a trop peu de monde. Voilà, bah, merci beaucoup. Merci. Pour informer les gens, on fait comment on fait peur. Toi, est-ce que tu fais peur aux gens dans tes vidéos? Non, j'essaye de... En gros, il faut un peu tout. Il faut qu'il y ait des activistes. Il faut qu'il y ait des gens, tu vois, des cinéastes, tu vois, Don't Look Up, ça a beaucoup fait parler parce qu'ils ont complètement changé, tu vois, ils ont mis une météorite à la place du changement climatique. Mais il faut aussi, tu vois, des gens qui font de la vulgarisation scientifique pour qu'on soit au courant. Et je me dis, bon, bah, tiens, bah, moi, je fais ma part ici. Et donc, je me place dans les vulgarisateurs scientifiques. Mais il faut un peu de tout, tu vois. En fait, on est tous différents. Il y a des gens qui sont hyper rationnels, qui vont aimer les graphiques et tout. Il y en a d'autres qui veulent avoir peur pour changer. Enfin, il faut de tout. Mais si vous bossez un truc du changement climatique, je pense que c'est bien. Et vous avez vu que vous êtes dans un secteur qui est ultra important.